qu'est-ce que tu es en train de me dire? Il a vu Ginette Renault se faire féconder par une tomate. Oui! Et il s'est dit, je vais nommer mon site Rotten Tomato. Oui! Bonjour et bienvenue à Cinéma Cible, le podcast qui parle de cinéma. Je suis Nicolas et avec moi j'ai... Antoine, allô, bonjour. Bonjour Antoine, ça va? Allô, Nicolas. Ben oui, toi. Chris, t'es réveillé un matin? Ben oui. Hey, Oh, wow, Liz. wow, wow. Fait longtemps que t'es Chou-moi. réveillé? Wow. On est sur un podcast. Wow. On est sur un podcast. Qu'est-ce qu'on fait dans un podcast? Là? On parle sur un micro, puis les gens nous écoutent. Ben, les gens. Genre 4-5 gens? personnes, mais les gens nous écoutent, puis ils sont comme... Les gens. Man, ils sont tarés, ces gars-là. C'est un début, c'est la cocaine, C'est des débiles. C'est des débiles. On sonne comme si on était à la cocaine. C'est bien ça. Je suis sur la coke. Coke is nice. It's fun. Alright. Fait qu'on parle de quoi, là? On va parler de Évanoui ou Heure de disparition au Québec. Weapons. Weapons en anglais. Puis ensuite, C'est on va parler n'importe quoi les titres en français puis en québécois. Là. C'est quoi le rapport? I don't know. C'est- Puis ensuite, on va faire le film québécois Léolo, qui a remporté 3 Genie Awards. Donc, on va commencer avec Weapons, Weapons. qui est réalisé par Zach Cregger, écrit par Zach Cregger, produit par Zach Cregger. Damn, Zach Wigger. Starring Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Benedict Wong aussi. Il y a une couple de bons acteurs dans ce film-là. Le film a fait un hostie de blast au box-office en passant. Sur un budget de 38 millions, il est à 120 millions. Ouais. Ben, il est assez populaire au niveau de la hype, surtout avec les réseaux sociaux. Les critiques l'ont vraiment aidé. Ouais. Ben, c'est justement ce qui arrive à des bons films en général. Là. Ouais. C'est vraiment... De bouche à oreille a vraiment marché pour ça. Là. Oui, ben oui, mais moi, il y avait genre 20 quelques personnes dans la salle quand même. Là. Ça fait 2 semaines qu'il est sorti. Normalement, c'est... Un film comme ça commence à die down un peu. Donc, je vais juste aller chercher le petit synopsis. Donc, c'est un film, évidemment. Wow, Antoine, merci. C'est un film de... Ça commence bien. Hein? Weapon, c'est un film. Donc, en plein cœur de la nuit, 17 enfants d'une même classe se retrouvent à une heure précise à se lever de leur lit, décoller de leur maison, puis courir à la Naruto. C'est tellement cool. J'ai adoré. Donc, puis il y a juste une personne dans la classe qui n'a pas été partir à courir à la Naruto. Moi, je suspecte qu'ils ont tous été au Area 51. Ah, ben oui! Dans le fond, le kid qui était en arrière, il connaissait pas Naruto. Il a pas grandi sur ça. Il est comme... C'est un loser. C'est quoi Naruto, là? Pourquoi tout le monde court comme ça? Je comprends Donc, pas. C'est quoi la vibe? Avant qu'on embarque dans les spoilers, impression générale, Nick, pour Weapons? Je dirais que c'est un bon film, même si je trouve qu'il est overhype. OK. Je peux voir où est-ce que t'en viens. Moi, j'ai eu bien du fun au film, pour être honnête. J'ai vraiment aimé le sens du dread que le camera work fait, surtout dans la scène d'ouverture, où est-ce que on suit juste de derrière la tête de la professeure. Puis tout le fond, il est comme Shallow Depth of Field, super beau. Puis il y a la petite musique qui est comme un petit peu eerie, puis t'es comme... Tu le sais qu'il s'en vient quelque chose, mais tu sais pas qu'est-ce qui s'en vient. Moi, j'ai été blind, j'ai invité mon friend, j'ai juste dit c'est un film d'horreur big. That's it. Genre, j'ai pas rien dit, fait qu'il allait complètement blind. Tu savais pas tant de choses non plus sur le film. Là. Ben moi, tout ce que je savais, c'était le truc il y a tout plein d'enfants dans une ville qui partent à la même heure. Donc, je savais même pas que c'était la même classe. Moi, je pensais que c'était tous les enfants de la ville, en fait. Wow. Fait au début, quand je vois tous les kids, j'étais comme OK, qu'est-ce qui s'en vient là? Comment que ça va partir, cette affaire-là? Puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé que c'était un très bon film. Ben, je trouvais que c'est un film super divertissant. Mm-hmm. Le truc, c'est que je trouve que je pense qu'il aurait pu faire plus avec la prémisse. Oui, parce que ça se transforme plus en film de monstre, au final, je trouve. Ouais. Ben, un film de witches. Là. De film de witches, mais je m'attendais à plus que ça. Je m'attendais à comme genre quelque chose de plus... on donne pas toutes les réponses, justement, pour que ça soit plus mystérieux. J'étais encore genre en mode « But why? I don't... Why? » I mean, je comprends, tu sais, c'est une witch. Ben là, on va embarquer dans le spoilers. Spoiler alert, gang! Suite à 5 minutes... 4 minutes 50, on est déjà dans spoiler alert. Mais spoiler alert, gang! Tu sais,
la vieille madame, c'est une witch. Puis logiquement, les witches, ils ont besoin du life force du monde. Elle pogne les parents, n'a pas assez. Alright, va chercher les kids. Je comprends. C'est juste... But why? C'est comme, pourquoi toutes les kids? Pourquoi genre... C'est comme... C'est drôle. Mais... Ouais, je pense pas qu'il y ait vraiment d'explication logique. Je pense même pas que le réalisateur a pensé plus que ça. Ah oui, t'inquiète. Attends. Le directeur, il a pensé plus que ça? Il a dit des trucs... Intéressant. Ouais, il a dit des trucs intéressants. Il a dit que c'est une le film, basically, c'est une métaphore sur l'alcoolisme de ses parents. Oh, intéressant. Parce que dans le fond, quand tu as des parents qui sont alcooliques, des fois, c'est que l'enfant devient le caregiver au lieu que ça soit les parents. Parce que les parents, ils sont pas capables de s'occuper d'eux-mêmes parce qu'ils sont trop alcooliques. Moi, dans ma tête, j'avais une impression qu'il y avait aussi une métaphore sur le school shooting. Parce que Weapon... Ouais, je pourrais voir ça. Tu pourrais voir ça. C'est comme genre, je pense que ça marche pas totalement, mais il y avait quelque chose qui se rapprochait de ça. Puis je dois dire, par contre, j'aime beaucoup la façon qu'on change de point de vue tout le long du film. Oui, ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis les acteurs, ils font tous une très bonne job, pour être honnête. Surtout le kid, il m'a vraiment impressionné. J'ai trouvé qu'il faisait une très, très bonne job d'acteur. J'essaie juste de trouver la quote, là. Mais d'un point de vue technique, je suis totalement d'accord avec toi. Le film était très beau, très efficace. La cinématographie était belle. Le travail au niveau des mouvements de caméra aussi était vraiment super. Ça me rappelait un peu le film, je sais pas si tu as vu le film It Follows. Je me rappelle plus, non. C'est un film où est-ce que, dans le fond, c'est un film d'horreur où est-ce que le fantôme, il se fait transmettre par le sexe. Ah, ok, ouais. Puis la caméra fait beaucoup de panning de 360. Ça donne quasiment mal à la tête, mais c'était super bien filmé, là. C'est un de mes films d'horreur préférés. Film d'horreur indépendant préféré, en fait, plus que... Puis je dois dire, par contre, une de mes critiques du film, c'est j'ai pas trouvé ça tant effrayant. Non, moi non plus. Je m'attendais à un petit peu plus de... J'ai trouvé ça plus drôle. Ouais. Ben, c'était pas drôle au niveau qu'il a essayé de faire de la comédie, mais c'était ironiquement drôle. Ok, regarde, là. On peut tout de suite parler de la fin, si tu veux, là. Vas-y. Peut-être pas, là. Attends. Je vais aller checker le film commence avec le point de vue de la professeure. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'elle fait vraiment une bonne job pour son acting. Puis c'est juste... Tu sais, tout le monde est contre elle. Tu sais, incluant Josh Brolin, qui est juste genre... C'est sa faute, blablabla. Josh Brolin, c'est le G, là, selon moi, là. Genre, comment il switch entre... genre, c'est ta faute, tout est ta faute. Il est en train de la blaster. Puis 2 secondes après, il est comme... Elle se fait attaquer par le directeur. Puis il est genre... Hey! Toi! Hey! Puis là, il casse à la défendre. J'ai trouvé que c'était un vrai G, là. C'était comme... Tu sais, oui, il est contre elle, mais au moment qu'elle se fait attaquer, il est comme... OK, je suis peut-être contre elle, mais elle mérite pas de se faire attaquer non plus. Non, il était rationnel comme personnage, contrairement à genre beaucoup de personnages similaires dans des films d'horreur qui seraient pas rationnels, là. Fait que pour un père qui a perdu son fils comme ça, je trouve qu'il était très, très rationnel, puis juste le real G du film. Le real G. Yeah. Fait que on a le point de vue aussi du policier qui me fait vraiment rire. Le nombre de fois qu'il se fait stab par des needles, là. Je l'ai trouvé vraiment drôle quand il fouille les poches du gars, puis il est comme, y a-tu quelque chose qui va me poker dans tes poches? Puis là, t'es comme, non. Bang, il se poke sur une seringue, puis genre, tout de suite, il le frappe, puis après, il voit que sa dashcam était ouverte, puis genre, oh fuck! Oh my god. Puis j'ai aimé le reveal après, parce qu'on switch de protagoniste pour aller sur le point de vue du junkie, puis on voit pourquoi il revenait vers le poste de police, c'était parce qu'il y avait des informations sur où est-ce qu'ils sont les kids. Mais moi, ma seule critique du film, c'est le sens du dread s'est complètement arrêté quand la vieille madame est rentrée dans le bureau du directeur. Ouais. Rendu à ce moment-là, le ridiculeness du film a embarqué. Mais... Ben, j'ai trouvé le film un peu goofy dans la troisième partie. Là. Ben c'est ça, c'est rendu au point de vue du directeur où est-ce qu'il veut parler aux parents, puis c'est la tante qui vient, puis elle est habillée basically en clown, mais pas en clown. C'est comme vraiment freaky, genre weird. Genre un petit peu too much de make-up. Là, c'est devenu un petit peu plus goofy, là. Puis le petit moment quand elle s'en va chez le directeur, puis le gars est comme, c'est-tu mon ribbon? Puis ils font juste la regarder faire son rituel comme si de rien n'était. Ils sont comme, elle se coupe la main, puis ils sont comme, oh, what the fuck, je m'en vais chercher de l'alcool, on va désinfecter ça. C'est comme,
Non, décalisse-la de chez toi, là. What the fuck? Elle vient de sortir une branche, elle se coupe, genre, clairement, elle est en train de faire un rituel magique, là. mais, mais c'est là que c'est devenu un petit peu drôle, là, quand le directeur commence à courir, là, à la Naruto, là, pis genre... Ah! C'était absolument vraiment drôle, là. Mais j'aimais comment que les points de vue, ils se rejoignaient. C'était vraiment bien fait dans le montage. Parce que souvent, dans des tous les films points de comme... vue étaient connectés ensemble Parce que souvent, pour dans des build films up. comme ça, des fois, ça devient répétitif un peu. Là, j'ai pas trouvé que ça devenait répétitif. Non, j'ai trouvé que c'était assez bien construit, la façon que c'était présenté. Ouais. C'était comme une collection de short films qui sont tous reliés. J'ai trouvé ça vraiment cool. Faudrait que je le revoie une deuxième fois, mais je pense qu'il y a même des techniques de caméra qui est utilisées différemment selon les points de vue. Le petit reveal au début du film que c'est Josh Brolin qui a écrit Witch sur son char, je l'ai trouvé très drôle. Quand il a mis la peinture dans son truck, puis j'étais comme bon, it's him. Genre, c'est le real G, il s'en va écrire Witch sur son char. Il la menace dans le. Il la blasse dans voyons. Dans la salle de gymnase où est-ce qu'ils sont en train de faire leur conférence. Il la blaste au poste de police, mais pas au poste de police, mais au dépanneur, puis finalement, il la défend, genre, avec sa vie, là, comme, let's go. Non, ça, j'ai trouvé ça très drôle. Non, je mentionne surtout l'aspect horreur que... Parce que qu'est-ce que j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui étaient déçus de l'aspect horrifique du film. Ben, il y en a pas beaucoup, tu sais, c'est un film d'horreur, mais il n'y a pas vraiment d'horreur, vraiment. Non. Puis la plupart des bouts jumpscares sont allégés par un petit moment d'humour tout de suite après. Exact. Et le plus qu'on avance dans l'intrigue, le plus que ça devient un peu goofy avec le temps. Mais ça l'aide à ce que la fin fonctionne. Parce que selon moi, si ça l'aurait trop lean sur l'horreur, sur l'aspect horreur, puis la fin reste pareil, ça nous aurait sorti complètement du film. Sans parler de la fin tout de suite. Là. Je ne veux pas parler tout de suite trop vite de la fin, là, parce que la fin est trop mémorable. C'est quoi je voulais parler, là? J'ai bien aimé C'était tellement relatable la façon que Josh Brolin s'est réveillé de son sleep paralysis. Ça, là, c'est... Tout le monde dans la salle l'a trouvé vraiment drôle, ça. Il se réveille de son sleep paralysis puis il fait juste crier « What the fuck? » C'était comme, man, c'est clair que si j'ai un sleep paralysis, c'est comme ça que je me réveille, là, genre « What the fuck? » Non, ça, j'ai trouvé drôle. Ouais. J'ai trouvé ça spécial, comment que les deux personnages, genre, parce que ça a passé du personnage de la prof à Josh Brolin. Les deux personnages ont eu un sleep paralysis épisode qui était assez freaky. C'est les bouts les plus jumpscare du film, en fait. Là. Mais ouais, quand que... Le Naruto Run, il m'a fait vraiment rire. Genre... Ça, c'était hilarant tout le long. Genre, pourquoi c'est le Naruto Run? En fait, je comprends qu'il faut que ça soit un tu sais, tout le monde, il court tout de la même manière, fait que c'est important pour l'intrigue. Mais je trouve ça drôle qu'ils ont juste décidé d'y aller sur le Naruto Run. Je tiens à mentionner qu'il y a une scène où est-ce qu'on voit une couple de kids courir en même temps, puis il y a une des petites filles qui n'a pas réussi à faire le Naruto Run comme du monde. Skill issue. Ils l'avaient toutes, ils étaient tous en Naruto Run, puis il y en a une qui a ses bras, ils bougeaient trop, puis j'étais comme « Ah, t'es pas en train de Naruto Run, toi? » Tu veux-tu savoir un petit fun fact sur le film avec le casting? Oui, vas-y. Attends, je veux pas me tromper de nom. Fait que dans le fond, le film avait était prévu d'être tourné plus tôt que ce qui a été tourné. Okay. Puis, dans le fond, le personnage de Julia Gardner, le personnage de la prof, était supposé être joué par... Attends, on va l'avoir. C'était supposé être Renate Rinceviz. Je connais pas l'actrice, mais c'est pas grave. Josh Brolin était joué par Pedro Pascal à la base. Fait que oui, il y aurait eu 4 films avec Pedro Pascal en même temps. Mais remarque, il aurait été tourné plus tôt, fait qu'il serait sorti plus tôt. Alden Ehrenreich, je suis jamais capable de prononcer son nom de famille. Il était supposé être joué par Tom Burke, qui a joué dans Mad Max. Puis Benedict Wong était supposé être Brian T. Henry. Austin Abrams, c'est le seul acteur principal qui est resté. Ça, c'est lui qui joue le junkie. OK. Lui, si je me rappelle bien, il jouait dans Euphoria. Ouais, c'est ça, il a joué dans Euphoria. Je l'ai reconnu tout de suite. J'ai fait « Ah, il a joué dans Euphoria, lui. » Ouais, c'est ça. Il a joué dans les 2 saisons.
Fait que c'est un casting vastement différent. Finalement, Pedro Pascal, c'est le premier à avoir droppé, si je me rappelle bien, puis à cause de son commitment à Fantastic Four, parce qu'il y a eu un délai dans le tournage, donc il a dû lâcher. Puis c'est 4 acteurs principaux qui ont dû changer à cause de ça. C'est quand même beaucoup d'acteurs à changer quand tu as déjà fait ton casting. Fait que le film aurait pu être vastement différent visuellement, puis avec l'acting, mais j'ai trouvé que les acteurs qu'on a eus, ils ont fait une très très bonne job, là. Non, je suis d'accord. Fait qu'avant qu'on reveal juste la petite fin, t'as-tu quelque chose d'autre à rajouter sur le film? Moi, j'ai Non, un petit quelque chose, là. vas-y, Moi et Antoine. mon friend, on a vraiment trouvé ça vraiment drôle dans le sleep paralysis de Josh Brolin, là, quand il arrive à sa maison, puis il y a un M16 en haut de la maison. C'est vraiment random. Genre, pourquoi il y a un M16 qui apparaît dans une nuage, genre? Puis après, il se transforme en cadran d'un clock de réveil, là, pour 2h17. C'est que ça me fait rire. Même mon friend était comme, the fuck? Pourquoi il y a un M16? Un M16 ou un MP4, là, je sais, ou un M4A1, là, je sais pas. MP4. Non, pas un MP4, là, je sais que c'est pas un MP4, mais c'est soit un M16 ou un M4A1, là, je suis pas assez spécialiste dans les guns pour le savoir, là, mais je sais que c'est un des deux. Ça m'a juste fait vraiment rire. Non, c'est vraiment drôle comme scène. Ouais, puis tout de suite après, il se réveille, puis genre, what the fuck? Ok, non, c'est Josh Brolin qui a remplacé, qui a été recasté en premier. Nice. Quand Pedro Pascal il a droppé, tous les autres ils ont droppé après. C'est comme fuck, on est en train de perdre tous nos acteurs. Le film a été tourné à Atlanta. Il y a beaucoup de films qui sont tournés là-bas. Puis il y a eu 170 enfants qui ont participé au tournage du film. Quand même. Puis il y a eu des Child Labor Coordinators qui ont été engagés pour garder les kids engagés pendant le tournage. Les scènes du gas station ont été filmées sur 3 jours. C'est quand même rapide pour toutes les scènes qu'il y a eu au gas station. Il y en a eu une couple. La première scène dans le gas station, j'étais genre tabarnak, les Américains puis leur gas station, c'est juste une SAQ. C'était littéralement juste une SAQ. Il y avait plein de bouteilles d'alcool partout dans le dépanneur. Ça m'a fait rire. Le réalisateur il a révélé à Variety qu'il y a une idée pour un genre de sequel. Mais ça serait un sequel, mais pas un sequel. OK. Mais en fait, c'est qu'il y a une idée, puis il aimerait peut-être ça la faire éventuellement. Parce qu'il veut pas faire ça. Il veut pas que ça soit son prochain film, dans le fond. D'accord. Mais ouais, le film est une grosse note de 94 sur Rotten Tomatoes. Puis comme j'en ai parlé au podcast la semaine passée, le film a reçu un A- pour CinemaScore, ce qui est très très rare pour les films d'horreur. Le dernier film d'horreur à en avoir un, c'est Get Out. T'avais-tu vu Get Out? Sûrement. Oui, bien sûr. C'est un très bon film, ça. Fait que là, on peut discuter de la finale, qui est juste masterpiece, la finale, là, pour être honnête. Là, la salle était crampée raide. Donc, à la fin du film, les amis, spoiler alert, pendant que tout arrive pour genre tout le monde va mourir, ben le petit kid, il est comme asti, j'ai une idée, je vais pogner la perruque de la madame, je vais mettre ça sur son bâton, puis je vais faire le même rituel qu'elle fait pour que les kids l'attaquent. Puis ça marche. Les kids partent à courir après la vieille madame, puis la vieille madame, elle part comme à courir comme une esti de mauviette, et genre en faisant aller ses bras, elle court genre 3 blocs de maison avant de se faire manger dans une scène de body horror assez insane. Alors j'ai trouvé ça assez incroyable. C'était tellement drôle. Comment qu'elle passait, elle rentrait dans les portes, les kids ils rentraient dans les fenêtres, toi. Man, j'aurais aimé ça être un kid qui participe à ce tournage-là, ça devait être le fun. Ah man, Ouais, c'est t'imagines, ridicule. non mais t'imagines, tu te fais dire, t'es un kid pis tu te fais dire, faut que tu passes au travers de cette fenêtre-là. C'est pas une vraie fenêtre, c'est du sucre. Ça va être le fun. Tu passes dedans, flax! Can we do it again? Moi, j'imaginais juste, j'en ai parlé à mon friend, j'imaginais juste la direction d'acteur qu'il faut que tu donnes au kid qui a enfoncé ses doigts dans les yeux. Tu sais, c'est comme, tu sais, rendu là, c'est un mannequin avec plein de sang dedans. Mais là, faut que tu dises au kid, faut que tu rentres tes doigts dans les yeux, puis tu pousses, il va y avoir plein de sang qui va sortir, ça va être nice. Comment tu dis ça à un kid de 10 ans? C'est insane, là. Les films de même, des fois, là, je me dis, genre,
fuck, les trucs que les réalisateurs demandent à faire aux kids là, à faire, là, ça doit être whack. C'est comme les figurants dans The Substance, genre à la fin, là. C'est comme, ok, là, vous êtes dans la salle, là, on va vous asperger de faux sang avec un tuyau de pompier. C'est comme... genre, alors, les trucs de body horror, là, voyons. J'aime juste ça, imaginer le réalisateur dire à l'acteur qu'est-ce qui va se passer, puis l'acteur qui est juste genre, ok. I guess. Comme, on va faire de l'argent. Mais non, la fin était vraiment ridicule, mais justement, elle fonctionne. C'est ça que j'ai trouvé vraiment cool. Fait que la fin, elle divise énormément de gens. Oui, il y a du monde qui la trouve vraiment trop ridicule, il y a du monde qui la trouve vraiment le fun. Mais comme je t'ai dit, je trouve qu'elle fonctionne parce que justement, il y a un petit peu de goofiness dans le film. Tu vois, moi, je la trouve drôle, la fin, mais je trouve que c'est vraiment one note. Oui, ça, je suis d'accord. C'est juste, moi, je l'ai vraiment trop enjoy pour être critical de la fin. Là. Parce que aussi, après, je m'imaginais le casting call, comment tu fais le casting call pour la tante. Est-ce que tu fais un test ou est-ce que t'es comme court comme si t'es une madame qui a peur? Genre... Ah non, son constant criage était vraiment hilarant. Je pouvais pas croire genre, que le film finissait de même. Je tiens à mentionner un petit commentaire que j'ai vu sur Internet. Le gars, il est allé voir le film, puis il y avait un groupe de kids à côté, puis un kid qui a demandé à ses amis, genre, si c'était une histoire vraie. Puis le gars, il a répondu au kid en disant « Non, c'est pas une histoire vraie. » Puis tu sais, le film commence avec un dark screen, avec une petite voix d'enfant qui dit « This is a real story. » Puis le gars, il dit « J'ai pas checké, mais genre, le gars, il dit « Je pouvais sentir que le kid me regardait. » Genre, profondément, genre, tout le monde tabarnak. Mais c'est drôle que le film commence avec ça, genre. J'ai bien aimé comment que le film ouvre, en fait, avec le black screen, la petite voix, parce que là, t'es pas sûr qu'est-ce qui s'en vient. Comme, ça marche pour amener un petit sens de dread puis de suspense au film. J'ai bien aimé ce petit choix-là de commencer avec un... Parce que le film aurait très bien pu commencer avec des shots aériens de la ville, mettons. Puis là, ça se rapproche de plus en plus de l'école, mais j'ai aimé qu'il a décidé d'y aller avec la simplicité de juste, non, black screen, petite voix d'enfant qui explique qu'est-ce qui va se passer. J'ai trouvé que c'était efficace, en fait. Bien efficace. Ah, c'est bien trouvé. Mais oui, il y a des critiques qui parlent d'incidents de school shooting et ces affaires-là. Puis moi aussi, je les ai vues, les petites métaphores de ça. J'ai trouvé que c'était un très bon film. J'ai trouvé que c'est un film divertissant, sympathique. Oui, moi aussi. Ouais. Fait que t'as-tu une note? 7. OK. Moi, je donnerais un... c'est dur. Soit un 7.5 ou un 8. Je trouvais que c'était un bon film. Ouais, je vais donner un 8. Ouais, on va y aller avec 8. Donc, maintenant qu'on a passé le film Weapon ou Heure de disparition, ou... C'est quoi le titre en français France déjà? Évasion? Évasion. Évanoui. Évanoui, c'est ça. Petit titre en français de merde. Donc, on a ta sélection québécoise de la semaine passée, qui est Léolo, un film de 1992 réalisé par... Léolo Losione! Donc, c'est réalisé par Jean-Claude Lauzon, écrit par Jean-Claude Lauzon également. C'était son deuxième film. Malheureusement, il est décédé quelques années après avoir fait son film dans un accident d'avion. Puis après avoir vu Léolo, je peux définitivement dire qu'il aurait été un très bon réalisateur. Ouais. Par contre, je pense pas qu'il aurait eu une carrière américaine parce qu'il l'a scrappé à Cannes pour ce film-là. Je sais pas si tu as été voir la page Wikipédia. Non, j'ai pas. C'est quand même très drôle, attends. Really, ouais, ça. Le film est allé à Cannes, OK? Puis il était en compétition officielle. Le film a reçu un standing ovation à Cannes, OK? Sauf que il aurait supposément dit au jury Jamie Lee Curtis, tu sais c'est qui? Oui. Il aurait supposément dit qu'il voulait coucher avec elle. Ça l'aurait scrappé ses chances de gagner la Palme d'Or. Tout ce que j'ai à dire sur ça, c'est base. C'est shut base, your shot. Shut your shot, buddy. C'est base, mais c'est comme, bro, c'est ton deuxième film, t'es à Cannes pour la première fois, tu t'en vas voir Jamie Lee Curtis, t'es comme, I want to have sex with you. Shut your shot, buddy. Oh my God.
Non, mais t'achètes un drink, tu dis pas, je vais coucher avec toi. Quand j'ai lu ça, j'étais comme, oh wow. Le gars, il a scrappé toutes ses chances à une carrière américaine, je te le garantis. It was worth it. Non, mon père était comme, tu veux-tu jouer dans mon film? Pas genre, I wanna have sex with you. Ah, lui, il demande. Il demande. Tu sais jamais qu'est-ce que tu vas obtenir en demandant. Oh man. Ouais. C'est juste insane. T'es dans un contexte professionnel à Cannes. Tu dis à un jury, à quelqu'un qui fait partie du jury, toi. C'est genre. Il est tellement base. Fun fact, le film est sorti dans 70 pays au total. Quand même. Puis là, j'essaie juste de trouver l'information. Il y avait le vrai fun fact. Je veux pas me tromper, mais dans le fond, le créateur... Oups, j'ai bugué un peu. Le créateur du site Rotten Tomatoes, you know the site? Oui. Il a nommé son site Rotten Tomatoes après avoir vu ce film-là. Yo, c'est un insane fact. What the fuck? C'est là qu'il a eu l'idée de nommer le site Rotten Tomatoes. J'essaie juste de... Il me semble que je l'avais lu sur la page Wikipédia, mais en ce moment, je le trouve pas. Mais je te garantis, j'ai lu ça quelque part. Là. J'ai fait asti, c'est hot. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? C'est qu'il a vu Ginette Renault se faire féconder par une tomate. Oui! Et il s'est dit, je vais nommer mon site Rotten Tomato. Oui! Ouais. Attends, là, je vais juste... C'est un des facts les plus insane que j'ai entendu de ma vie. Editorial.rottentomatoes.com, article 21 fun fact about Rotten Tomatoes. Unlikely movie inspiration for Rotten Tomato name. The name Rotten Tomato came from Duong while watching the fantasy film Leolo from 1992. About a boy who imagined himself to be the offspring of an Italian peasant and a giant tomatoes. It is approximately fresh. C'est carrément sur les fun facts du site internet. Fait que oui, c'est effectivement vrai. C'est incroyable. C'est insane comme fun fact. Genre, c'est légendaire, en fait. C'est vraiment ça. Là. Wow. Je m'attendais pas à découvrir ça aujourd'hui. Ouais, hein? J'aime ça que tu checkes pas tous les fun facts sur un film. Non, généralement, j'en tiens juste au film, moi. Fait que c'est bien que tu aies checké. Donc, c'est un film enfant quartier de pauvres de Montréal. Léolo est un garçon normal, pourtant il évolue dans une famille où les membres enchaînent les séjours en hôpital psychiatrique. Pour oublier ses soucis, le jeune crée son propre univers, racontant notamment à qui veut l'entendre qu'il est un Sicilien né de l'amour entre une tomate et sa mère. Craignant plus de tout cette folie familiale, celle-ci s'arrête cependant chaque fois qu'il pose ses yeux sur Bianca, une jeune voisine italienne. Ouais, Bianca, je suis pas mal d'accord avec lui, là, je peux comprendre. Léolo! Léolosione! Ta gueule, tabarnak! Ta gueule, tabarnak, fais frette! Écoute, je m'attendais tellement pas à ce que le film commence avec une scène où est-ce qu'on apprend que lui, il pense qu'il est né d'une tomate qui est rentrée dans sa mère. Écoute, il n'y a pas de logique derrière ça, c'est juste un kid qui fait de la bullshit. Oh man, c'est tellement drôle. C'est incroyable. Le film, écoute, je suis sorti du film et j'étais comme, c'est vraiment un film weird. Genre, entre le fait que la scène de fécondation d'une tomate à le père qui pense qu'il faut que tu chies pour être en santé, fait qu'il donne des laxatifs à ses enfants, comme si tu chies pas tous les jours, genre 2 fois par jour de base. Au kid qui fait semblant de chier, au kid où est-ce qu'il demande à sa sœur de chier pour lui. Et j'étais comme, c'est quoi ce film-là? Qu'est-ce que je t'en train de regarder? Et la scène avec le chat, hein? La scène avec le chat, et ça m'a traumatisé, là, pour être honnête. Fait que spoiler alert pour Léolo, c'est un film de 92, fait que je m'en fous un peu, là, mais il y a une scène où est-ce qu'on voit un de ses amis d'enfance fourrer un chat, où est-ce pour une gageure, mais lui il dit que tout le monde sait bien qu'il l'aurait fait sans l'argent. What the fuck does that mean? Genre parce que le kid il fourre n'importe quoi. Le kid on voit que clairement il a fourré un poulet. Léolo, là, il a fourré un poulet mort et à un moment donné, il pogne une pièce de viande, il se fait un trou dedans pour fourrer le plancher avec pendant qu'il regarde un magazine. Hey, non, il y a des scènes là-dedans, j'étais comme genre... Ah non, c'est...
C'était Ok. weird. C'était vraiment weird. C'était challenging, des fois. Ouais, vraiment. Mais la scène avec le chat, je trouvais ça traumatisant. C'est comme, ouais. t'as violé le chat, là. Ben, c'est de la zoophilie, t'as pas le droit de c'est de la faire ça. zoophilie. C'est comme, t'as Tu peux violé pas le faire chat. ça. Calice. What the Oh fuck? my god. Ah non, c'était vraiment weird comme film, mais ultimement, c'est un bon film. C'est ça le pire. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'est un bon film. C'est un très J'étais bon film, surpris. c'est juste vraiment weird. C'est vraiment. Mais j'ai bien aimé les aspects anti-anglophones, ces affaires-là, la petite guerre entre les anglophones francophones des années 60, qui avait une petite partie dans le film. J'ai adoré le fait que son frère devient juste de plus en plus Jack dans le film pour qu'à la fin, J'allais mentionner ça, c'est tellement il se ridicule. replie sur lui-même puis c'est une pussy-ass bitch. Tout ça pour ça, mon gars. Son frère qui est comme « là, Fernand! » Mais là, Ferland. Ah non, il fait juste recevoir une bitch slap puis il devient une petite bitch. Oh non, j'étais déçu de ça, là. Comme commande Fernand. Alors ça, j'ai trouvé ça juste drôle qu'il devient super Jack. Tout le long du film, il est de plus en plus Jack. À chaque fois que tu le vois, il est encore plus Jack qu'avant. Insane. Le grand-père qui essaie de le tuer dans la petite piscine parce qu'il arrête pas de se faire arroser pendant qu'il essaie de manger son cornet. C'est quoi son problème? Alors, tu sais, c'est un drame comédie, mais c'est parfaitement mélangé en termes. Parce que des fois, les drames comédies, ça marche pas, des fois, parce que c'est comme. Le tunnel shift marche pas. Exact, mais là, ça marche. Puis j'ai vraiment aimé cet aspect-là. Une scène aussi que j'ai trouvé mal à l'aise, c'est quand le grand-père est avec la jeune fille. Quand il se fait manger les orteils. Oh my god, c'est J'ai vraiment trouvé ça drôle de la façon que tu vois, genre, Léolo avec son masque de plongée se crosser en haut, pis t'entends juste tac 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 tac. Puis la fille qui le spot, pis elle trouve ça drôle, là, c'est comme insane. Ah non, ces aspects-là étaient vraiment hilarantes, là. Genre la ça face qu'il fait là, dans son masque de plongée, puis le shot en POV où est-ce que tu le vois, le masque de plongée devenir embué, là. Oh non, c'était absolument hilarant. Nice tits, though. Wow, Antoine. What? We saw boobies. Gotta celebrate the boobies. Okay. C'est tout. I'm just celebrating the boobies. That's it. Mais je veux mentionner aussi un bout qui me fait vraiment, vraiment rire. C'est quand Léolo, il essaie de tuer son grand-père en le pendant. Écoute, son grand-père, il est dans le bain puis il est tout nu. Mais ils ont caché le pénis avec du savon juste sur le pénis. J'ai trouvé ça insane. Parce qu'on a déjà vu ça dans un film, cacher un pénis avec du savon, mais souvent, ça va cacher toute la partie où est-ce qu'il y aurait des boxers. C'est basically des boxers, mais en mousse. Mais là, c'est juste le dong qui est caché. C'est juste le pénis. Puis tu peux voir aussi que le gars, il a un massif dong. Écoute, et je dois te dire aussi, c'est probablement ma scène préférée. C'est la scène la plus drôle du film. Ah ouais, je suis parti à rire comme jamais avec cette scène-là. Là, le savon sur juste le dong là, était juste incroyablement bien placé. Là. Puis là, le liquide qui est pas capable de le tuer parce que genre, là, ça bloque, puis là, ça finit avec qu'il reçoit le poids sur la tête. Là. C'est comme assez incroyable. Puis c'est pas un fun fact aussi fun que Rotten Tomatoes, mais c'était le premier rôle au cinéma ou à la télévision pour Ginette Renault. OK. Je trouve qu'elle donne une très bonne performance pour son premier rôle. Elle sort très, très bien. Ouais, vraiment, là, c'était une très belle performance. Je me demande si l'acteur principal a joué dans d'autres choses. Ouais, il a fait une petite carrière dans les années 90. Son dernier film, c'était en 97. C'était pas son premier rôle, Léolo. Il a fait 4 rôles dans des séries télé juste avant. D'accord. Il a joué dans plus de séries télé. En fait, c'est juste des séries télé. Ouais. Il y a eu une série sur René Lévesque. Ah ben, je savais pas qu'il y avait une série sur René Lévesque. Émilie, la passion d'une vie. C'est quoi ça? C'est une série dans laquelle il a joué. L'acteur principal. Ah, ok, j'ai pas tout. Moi, c'est la page Wikipédia. T'es genre sur IMBD? Ouais. Non, IMBD. Ouais, René Lévesque. Ben, René Lévesque. Un documentaire? Non, c'est une série télé. 8 épisodes. Ah, ok. Cette série relate la vie de la jeunesse du journaliste René Lévesque. Eh ben. Mais non, j'ai trouvé que c'est un très beau film. Il y a un shot que je veux mentionner. Parce que le shot était vraiment très, très beau. Puis je suis sûr que c'est mon shot préféré du film. C'est un shot où, quand il est sur le bord d'un feu avec le collectionneur
voyons, c'est quoi son nom? C'est le collectionneur, genre. Collectionneur d'histoires ou de trucs, là. C'est un personnage vraiment weird, ça. Mais ils sont sur le bord du feu, puis il y a une falaise d'eau derrière, puis il y a comme un coucher de soleil. Hey, ce shot-là était tellement beau, là. J'étais genre, wow. C'était magnifique. Mais oui, je veux mentionner le collectionneur, là, le dompteur de verre, c'est ça. Le dompteur de verre. Le dompteur de verre. Je l'ai trouvé vraiment drôle parce que le gars, il fait juste se pointer un moment donné chez la bonne femme. Il fait juste sourire dans la fenêtre, puis il est genre, si tu te laves les mains, tu peux avoir de la tarte. Puis il rentre, puis il mange de la tarte, puis il donne un livre en dessous de la table, puis on voit que c'est comme ça qu'il a reçu le livre, puis il fait juste s'en aller. Genre... Fait que là, j'imaginais juste le dompteur de verre, quand il a faim, il fait juste se pointer dans la fenêtre de quelqu'un, il sourit jusqu'à temps qu'elle le laisse rentrer, puis il mange de la tarte. C'est comme ça qu'il réussit à manger à chaque fois. Ouais, exact. À chaque jour, il se pointe devant la fenêtre de quelqu'un, il regarde en souriant. Jusqu'à temps qu'il est genre, alright, si tu te laves les mains, tu peux manger de la tarte. Là. Puis il laisse des livres partout. Ouais. Un autre petit fun fact, Denis Arcand, il a un petit rôle dans le film. Le réalisateur Denis Arcand, il a un rôle, il joue le conseiller. OK. Petit rôle. L'actrice qui joue Bianca, c'est une actrice italienne. Italienne. C'est une vraie italienne. Mais ouais, c'est un beau petit film. J'ai bien aimé le... C'est un film sur le coming of age, sur le transfert de la jeunesse à l'adolescence, la perte de l'innocence. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Comment tu as interprété la fin? Ça, je suis curieux de savoir comment tu as interprété la fin. Parce qu'il y a beaucoup les gens ont beaucoup d'interprétations différentes. Ah ouais, c'est quoi? Ben, il y en a qui interprètent ça comme... Il y en a qui pensent qu'il est mort, il y en a qui pensent qu'il n'est pas mort, il y en a qui pensent qu'il a vraiment été à l'hôpital psychiatrique, il y en a qui pensent que l'hôpital psychiatrique n'existe pas, puis c'est juste une métaphore pour le transfert. Parce que moi, je l'ai lu comme une mort interne. Oui, exact. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu, puis moi, je l'ai vu comme... Genre, l'hôpital, c'est pas un hôpital psychiatrique, ils sont pas, genre... Ils sont pas fous, ils sont juste adultes, ils ont juste perdu l'innocence de l'enfance, puis that's it. C'est comme ça que je l'ai interprété, moi. Non, on se rejoint pas mal pour la fin. Ouais. Il y a aussi la scène où la scène avec la prostituée était vraiment weird aussi. Oh boy, ouais. C'est ça que je disais aussi dans Weapons, avec Weapons, c'est comme, essaye d'expliquer cette direction d'acteur-là à un kid. Là, faut que tu dises à un kid, cette actrice-là, là, faut que tu y joues avec ses tatons. Genre, kid doit être genre, let's fucking go! avec deux kids en plus. Ouais, je trouve ça malaisant un peu quand même. Ouais, c'était très malaisant. Les genre, plus vite. Genre, je vais venir. Genre, what the fuck, le kid, il a genre 10 ans. Oh, ouais. Ça doit être aussi malaisant pour l'actrice. Ouais, vraiment, là. C'est comme genre, OK. Ouais. Ta direction, c'est qu'il y a 2 kids de 10 ans qui vont se branler sur toi. C'est comme, ouais, okay. c'est comme... Ils vont jouer sur les tétons. OK. Ouais. OK. Ils vont t'embrasser dans le cou. C'est weird. Ce film-là pourrait pas être fait aujourd'hui, là. No fucking way qu'un réalisateur aujourd'hui pourrait faire ça, là. Mais c'est ça. Moi, mon interprétation, c'est vraiment la perte de l'innocence, du passage de l'enfance à la puberté. Puis, tu sais, j'adorais aussi la line moi, je rêve, je ne suis pas. Ouais, il l'a répété comme 50 fois. Donc. Ouais, je sais. Mais c'est une bonne line. Ouais. C'est juste... Elle est vraiment ouverte à beaucoup d'interprétations. Non, c'est vrai. Parce que moi, au début, je pensais qu'il disait « je ne suis pas » dans le sens de genre, il suit pas le courant, genre. Mais finalement, c'est « je ne suis pas une personne ». Je fais juste rêver. Et exact, je fais juste rêver. Qu'est-ce qui se passe tout le long du film? Qu'est-ce qui est démontré tout le long du film? Il y en a aussi qui interprètent la fin comme exactement comme on la voit, où est-ce qu'il y a son coma éthylique, puis basically, il y a qu'est-ce qu'il voulait. Il fait juste rêver, il n'est pas. Tu comprends? Il y a beaucoup d'interprétations différentes au film, puis ça, j'aime ça quand les films font ça. C'est dommage parce qu'on va jamais vraiment le savoir parce que le réalisateur est décédé. Ouais. Mais en même temps, est-ce que tu veux parler du format du film? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, on a découvert le vrai format du film tantôt. Ah oui. Ben, moi, j'ai vu le film, je l'ai loué sur Apple TV, puis c'est une version digitale remastered qui était en widescreen, fait que 2.39. J'ai découvert tantôt que l'original est en 1.66, donc c'est en 4.3.
Je suis un peu fâché. J'aurais vraiment aimé ça voir le full frame. Calice. Ça me fait chier. Les films en 4:3, c'est tellement beau. Genre, j'aimerais vraiment ça trouver une version de ce film-là en 4:3. Juste pour voir quelques shots. Non, Parce je que je suis comprends bien déçu totalement. que. Parce que le film commence avec un texte pour dire que ça a été digitalisé puis ça respecte l'œuvre originale, mais c'est même pas dans le bon aspect ratio. C'est comme, come on. Mais, comme j'ai dit plus tôt, avant qu'on enregistre, dans ces années-là, les années 90, c'était le début du widescreen. Puis c'est là qu'ils ont commencé à avoir le choix. Tu sais, moi, j'avais une coupe de DVD où est-ce que j'avais 2 sides au CD, puis il y avait un side, c'était widescreen, puis l'autre side, c'était en 4:3 ou en full screen. Parce que dans le temps, il y avait les TV carrés qui étaient 4:3, fait que c'était du full screen pour ces TV-là. Ben, si tu voulais Ouais. la version widescreen sur ces TV-là, ça faisait aucun sens parce que c'était vraiment tout petit. Parce qu'un widescreen dans un écran 4:3, c'est vraiment minuscule. Tandis que les J'ai, widescreen sur une TV 16:9, c'est moins pire. j'ai dit, les premiers Star Wars, je les ai regardés sur une TV 4:3 Ouais, moi avec. quand j'étais petit. On a tous eu les TV 4:3 où est-ce que quand elle buguait, tu pouvais juste smacker le côté. Bang! Tain, toi, tu marches encore. Man, ces TV-là, là, je me rappelle, j'avais une grosse. Dans ma chambre chez mon père, j'avais une grosse TV. Tu sais, quand il a commencé à les avoir un petit peu plus grosses, avec le gros back, l'écran qui se casse jamais. Puis moi, quand j'étais jeune, dans le fond, je lançais une balle de tennis dessus pour m'amuser, man. Tu pouvais lancer une balle de tennis sur une TV, man. Pow, puis ça revenait. Dans le fond, je me faisais un net, puis je faisais semblant de gauler au hockey. Je lançais la balle, puis j'arrêtais la balle. Mais je la Incroyable, lançais Antoine. vraiment fort, là, sur la TV. Ça rebondissait, ça cassait jamais, ces petites TV-là. Non, T'as-tu il était déjà fait fort. essayé? T'as-tu déjà essayé de péter une TV de même avec un bat de baseball? Parce que moi, je l'ai déjà Non. essayé, puis c'est tough. J'ai jamais été capable de casser l'écran. Ces écrans-là étaient vraiment solides, là. Il était fait fort. C'était vraiment fait fort. Puis le pire, c'est que ces TV-là, ils utilisaient beaucoup la technologie de projection, en fait. C'était un système de projection à l'intérieur. C'était pas un écran, genre écran. C'était vraiment un système de projection. C'était vraiment fait fort. D'autres choses que je veux dire. Puis moi, la raison pourquoi je pense que le personnage n'est pas décédé à la fin, c'est de un, il y a la ligne de la médecin qui est comme amenez-le dans la salle principale. Tu sais, basically. Il est peut-être juste mort du brain. Mais je pense pas parce que tout le long du film, on a une voix de narrateur. Il y a un moment dans le film où est-ce que la voix de narrateur change pour une autre voix. Je sais pas si tu as remarqué. Non. Non? T'as pas remarqué ça? Il y a une scène où est-ce que la voix de narrateur change, puis je pense que là, c'est la vraie voix du personnage. Intéressant. Je trouvais ça intéressant aussi, le truc du dompteur de verre qui faisait juste ramasser les pages jetées par Léolo. Puis basically, il essaie lui-même d'aller voir le professeur de Léolo pour essayer de guider Léolo dans la bonne direction de l'écriture. Puis là, le professeur qui est comme, je suis le 3e prof de cette classe-là, moi, je fais du jujitsu, moi, là. Ta gueule. OK. Ah ouais, c'est un bon prof, ça. Très, très bon prof. Mais je dois dire, ce personnage-là, pour moi, c'est un peu comme genre la représentation d'une reconnaissance. Il veut se faire reconnaître, Léolo. Exact. Et je pense que c'est un peu cette représentation-là de ce personnage-là. Mm-hmm. Pourtant, c'est son environnement à chaque fois qui l'empêche de vraiment être reconnu ou de pouvoir éclore en tant qu'écrivain. Mm-hmm. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Mais c'est ça, tu sais, tout le long dans le film, Léolo, là, je sais pas si tu le remarques, mais métaphoriquement, c'est le seul enfant du film. Parce que tous les autres kids qu'on voit, ils ont perdu leur innocence complète. Le kid qui faut des chats, il n'y a pas d'innocence d'enfant, lui, là. No fucking way, là. Il viole un chat. Arrête. C'est comme... Mais c'est ça, tu sais. Puis le monde des adultes le répugne. C'est comme... C'est quoi cette affaire-là? Ma famille, ils sont tous fous. Tu sais, mon père, il est fou. Genre, fait que c'est pas mon père. Moi, je suis né d'un Italien qui a jizz sur des tomates. Non, mon père, ça peut pas être le gars qui est obsédé par la merde. Ouais, exact. C'est comme... The fuck was that? Léolo! Puis tu sais, c'est... Le Bianca de ses rêves, tu sais, Bianca, il la voit dans ses rêves, puis c'est cette version-là qui idéalise, parce que la personne qui voit pour de vrai,
elle suce les orteils de son grand-père. Tu sais, c'est un peu weird. J'ai aimé la line où est-ce qu'il est comme j'étais un peu mélangé entre l'excitation puis le dégoût. Ouais, je veux dire, J'étais comme, elle je peux a comprendre. quand là. même pas mal jeune pour lui. Ouais. Mais c'est ça. À la fin du film, évidemment, il fait affaire avec la prostituée, avec un autre kid. Puis, selon lui, c'est comme s'il a trompé la Bianca de ses rêves. Puis là, il se fait punir par la Bianca de ses rêves parce qu'elle apparaît plus dans ses rêves. Puis, on le voit justement dans la scène où est-ce qu'il rêve, qu'il est en Sicile, puis il la cherche. Je sais pas si tu as remarqué, mais son linge ne lui fit pas. Parce qu'en ce moment-là, il est en transition complète de perdre son innocence vers l'âge adulte. Il essaie de se retrouver son innocence en retrouvant Bianca, mais son linge, il fait pas. Il y a du linge d'adulte dessus, puis il la trouve juste pas. Ouais. Moi, je l'ai vraiment interprété, cette scène-là, comme... Voyons, je l'ai écrit ici. Attends, excuse. Ouais, c'est ça. Je l'ai interprété comme un dernier effort désespéré pour s'accrocher à son enfance, cette scène-là. J'ai trouvé que c'était l'une des scènes les plus powerful. Mais c'est ça. Elle a disparu, puis il se retrouve allongé au sol, basically dans un état catatonique, puis ensuite il se retrouve dans un bain de glace que là, entouré, tu sais, c'est... La scène est absurde si on la prend littéralement, là, cette scène-là, la scène dans le bain de glace. Mais moi, je le vois vraiment comme c'est la mort de son enfance, de son innocence. J'ai vraiment trouvé que c'était des bonnes scènes à la fin. Là. La fin est vraiment, vraiment efficace. C'est juste tout le long du film, c'est weird, puis la fin est juste bang, teint-toi dans ta face. Dans ta face, ouais. Ils viennent de perdre son innocence complète. Fait que moi, j'ai vraiment trouvé que c'est un bon film. Il y a des scènes qui sont comme too much, selon moi. Il y a la scène du chat, j'étais comme genre, ok, là, come on. C'est vraiment loin, too là. much. Ouais, c'est vraiment too much. C'est du shock value, là. Ça en fait beaucoup trop. Puis il y a certaines scènes que j'étais peut-être un peu moins pris au début du film, mais comme genre vers le milieu, les scènes devenaient de plus en plus drôles. Ouais. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était un bon film dans l'ensemble. C'est même très bon. Fait que j'étais assez surpris. Je sais que c'est un réalisateur qui était respecté, mais c'est comme genre son deuxième film était quand même bon. Je sais que c'est son film le plus acclamé par la critique. Ben, tu sais, il y a juste 2 films aussi, là. C'est ça qui est dommage, parce qu'il est décédé vraiment pas longtemps après. Fait qu'il y avait beaucoup de potentiel pour faire des films encore meilleurs que celui-là, selon moi. Fait que c'est un peu triste. De ce point de vue. Ah non, mais c'est exactement ça que j'ai dit à mon frère. Je pense qu'il aurait fait une grosse marque sur le cinéma québécois. Exact. Mais déjà que ce film-là, c'est un classique du cinéma québécois. Exact. Puis c'est insane que le film se retrouve dans la liste du 100 du New York Times. Ouais. Puis c'est insane que le critique Robert Ebert, qui est l'un des plus grands critiques qu'on a jamais eu, a donné un 4 étoiles sur 4. Tu sais, c'est des aspects assez insane de ce film-là. Puis c'est pour ça que je dis il aurait fait une grosse marque sur le cinéma. Peut-être pas une marque sur le cinéma américain, comme j'ai dit, parce que peut-être que Jamie Lee Curtis aurait fait en sorte qu'il soit blacklist. Là. Ouais, garanti. Peut-être que ses films sont trop weird aussi pour le public américain. Peut-être, mais ça reste un film qui a eu une ovation à Cannes. Ouais, mais c'est en France. Je comprends, mais ça reste... S'il n'aurait pas dit à Jamie Lee Curtis qu'il voulait coucher avec elle, il y aurait... Le nombre de réalisateurs qui ont reçu des prix à Cannes qui n'ont pas eu de carrière aux États-Unis, il y en a plein. Oui, mais parce que pour moi, le point de vue, c'est quelque chose pareil. Ouais, mais je veux dire, les Américains ne vont pas voir un film aussi weird que ça. Ils sont assez fermés d'esprit. C'est sûr, mais les producteurs, ils auraient quand même été peut-être intéressés à travailler avec. Je pense pas, Antoine. Moi, je pense que je pense que le film est trop weird. Je pense que tu copes. C'est correct. Peut-être. C'est comme Denis, je comprends parce que ses films sont pas trop weird. Comme genre, sont intelligents, sont bien faits, mais sont pas trop weird. Ben, Maelstrom, j'ai lu le synopsis, je l'ai jamais vu, mais il y a de l'air weird, ce film-là. La fille qui renverse un dude, elle le tue, elle s'en va, puis après avoir funérailles, elle tombe en amour avec le fils. That's weird. Le film qui a fait connaître Denis, c'est vraiment Incendie. Oui, je sais. Pour le public en général. Mais encore là, il y a quand même un bon weirdness dans ce film-là. Le 1+1, là. Ouais. 1+1 non, mais égale je dis pas... Ouais, mais t'as pas un chat qui se fait violer dans le film? Non, ça c'est sûr. C'est comme... Ça c'est sûr.
Ça, je suis d'accord. Tu sais, t'as pas des enfants de 10 ans qui sont en train de se crosser sur une prostituée. Mais, tu sais, juste pour mentionner, son premier film, c'est Night Zoo. Puis c'était la sélection officielle du Canada pour meilleur film étranger aux Oscars. Il n'a pas été nominé, mais c'était quand même la sélection officielle. Tu sais, c'est 2 films acclamés par la critique canadienne. Là. C'est quand même ça. Peut-être qu'il aurait dû faire une couple de films de plus. Je dis pas qu'il aurait fait... Tu sais, je dis pas qu'il aurait gagné la Palme d'Or puis tout de suite, il aurait été faire des films américains. Là. Je dis pas ça. Il aurait sûrement continué à faire des films québécois. C'est juste... Peut-être qu'il aurait exploré des affaires un petit peu moins weird aussi. Mais c'est ça, on peut pas le savoir parce Mais tout ça, c'est des what if. Exact. Mais il y a des critiques qui disent qu'il y avait des très bonnes chances de gagner la Palme d'Or, puis ça a été gâché par le fait qu'il a dit à Jamie Lee Curtis qu'il voulait coucher avec elle. Quand même base. Puis comme je dis, je suis pas mal sûr qu'elle a parlé à des producteurs vrais, puis je suis sûr qu'elle a été blacklisté des productions américaines. C'est facile de se faire blacklister là, aux États-Unis. Là. Ben, il y a déjà un sentiment anti-anglophone dans son film. Ouais, en plus. Non, mais voir son frère se replier comme une petite bitch après s'avoir entraîné comme un esti de mongol tout le long du film, là. Je m'attendais pas à ça. C'était quelque chose, ça, là. Mais c'est ça. C'était un très bon film. Quelle note que tu donnerais? 7.5. 7.5? OK. Je pense que s'il n'y avait pas eu la scène du chat, j'aurais donné un 8. Je pense que je vais y aller avec la même chose que toi. Ouais, 7.5. Parce que c'est un très bon film. J'aurais juste aimé qu'il enlève la scène du chat. C'était vraiment too much. Un petit peu too much. T'es correct drôle. Avec la scène de la prostituée, mais pas le chat. Which I understand. Je comprends. La scène de la prostituée, je peux conceptuellement plus la concevoir. La scène du chat, je suis comme genre, ça s'en va tellement loin. Ils ont legit torturé un chat pour faire la scène. Ouais, c'est legit, ça. Là, ils ont attaché le chat pour de vrai. Là. Non, c'est. Il y a quelque chose de vraiment malsain par rapport à cette scène-là. Pourquoi t'as pensé à cette scène? Ouais, en plus, c'est ça. Puis la scène, en plus, elle coupe, puis t'entends le chat miauler dans le coupage en plus. C'est genre, oh, come on. Parce que la scène de la prostituée, au pire, je peux comprendre ça par rapport du point de vue d'un petit gars de 10 ans qui veut, comme genre, découvrir sa sexualité, mais avec un chat, c'est comme genre, ok, oui, la zoophilie, c'est un vrai sujet, on peut en parler, mais si tu traites pas le sujet, tu fais juste du shock value, là, dans cet instant-là. Définitivement. C'est une scène, puis elle est discarded tout de suite après. Mais c'est ça, je le vois ici, là, Léolo, il était vraiment dans la nomination de la Palme d'Or pour Cannes. Un autre fun fact, il y en a des fun facts sur ce film-là. Le film a été nominé pour des Genie Awards. Ça, c'est les prix canadiens. Laisse-moi juste accolade. Genie Award en 92. Il a été nominé pour Best Motion Picture, Best Director. Il a gagné Best Original Screenplay. Il a gagné Best Costume Design puis Meilleur Editing. Mais il a perdu Best Motion Picture contre Naked Lunch de David Cronenberg. Classique. C'est comme... Écoute, David Cronenberg, c'est genre la légende du cinéma canadien anglophone. C'est comme ces chiens qui étaient contre lui, là. Oh, man. C'est comme... J'aime bien Cronenberg. En plus, là, j'ai vu aucun le truc que je trouve drôle, Antoine, c'est que hier, je me suis dit, je vais peut-être écouter La Mouche demain. Fait qu'aujourd'hui, je vais peut-être écouter La Mouche. Nice. Ça tombe comme ça, mais j'ai vraiment le goût de réécouter La Mouche. Ça fait comme genre des années que j'ai pas vu ça. Fait que... Non, il a gagné Best Original Screenplay, comme je dis, puis le film Naked Lunch n'était pas nominé dans cette catégorie-là. Okay. Il a gagné, comme j'ai dit, cinématographie, c'est Naked Lunch qui a gagné, mais il n'était pas nominé l'autre. Costume Design, encore là, Léolo a gagné, mais Naked Lunch n'était pas dans la catégorie. Puis il a gagné meilleur editing, Naked Lunch n'était pas dans la catégorie. Fait qu'il a vraiment juste gagné les prix que Naked Lunch n'était pas dans la catégorie. Puis toutes les autres, genre Best Motion Picture, Best Director, c'est Naked Lunch qui l'a gagné. Tu sais, c'est quand même chiant d'être contre David Cronenberg. Tu sais, j'ai vu aucun de ses films, pour être honnête, mais je sais que c'est... T'as pas vu La Mouche? Non, malheureusement. Mais je sais que c'est une légende du cinéma canadien. Tu sais, mon frère, hier, il m'a mentionné, il y a James Gunn aussi, puis je suis comme, James Gunn, il a fait des films américains. Il a été faire des films américains. David Cronenberg, c'est vraiment des films canadiens purs. C'est le plus connu, c'est le plus prolifique au niveau canadien anglophone dans ce marché-là. Parce que le marché canadien anglophone, il est ridiculement petit. C'est ironique que le marché québécois est genre 8 fois plus gros que le marché canadien en termes de diversité des films. Là.
Mais c'est ça. C'est mon dernier fun fact que j'avais du film, c'est qu'il a perdu contre le légendaire David Cronenberg. Assez intense. Avec Naked Lunch. C'est quand même chien. Fait que c'est ça pour moi, avec mes fun facts de cette semaine. Puis nos deux films sont faits. Fait que la semaine prochaine, on va avoir Eddington, qui est enfin arrivé en digital. Fait qu'on va pouvoir faire Eddington, réalisé par Ari Aster. C'est un film avec Joaquin Phoenix et Pedro Pascal. Il y a aussi Emma Stone. Il y a aussi Emma Stone, Austin Butler, Luke Grimes. Une couple de bons acteurs dans ce film-là. J'ai vu un truc vraiment drôle. J'ai pas vu... faut que je me rattrape sur les films de Ari Aster, mais j'ai pas vu Beau is Afraid. Je sais que toi, tu l'as vu. Fait que tu vas pouvoir me dire s'il a raison. Mais Ari Aster, quand il a montré le film à son père, Beau is Afraid, son père il a dit « Arrête d'écrire des scripts tout de suite. » T'imagines, tu montres ton nouveau film à ton père, t'es fier. Puis ton père il dit « Man, arrête d'écrire. Genre tout de suite. Arrête d'écrire des scripts, t'es à chier. » Je suis pas d'accord avec lui. Mais son père, il a dit ça. Je pense qu'il y a des. La première heure de Boys Afraid est vraiment excellente. Après ça, oui, ça se dilue un peu parce que le film est un peu trop long. Mais je suis pas d'accord avec lui. Là. C'est un peu ridicule de dire ça à ton fils. Je comprends pas aimer le film, là, mais il y a clairement des qualités au niveau du script et de la réalisation et tout. Ouais, mais c'est ça. Sur le podcast What the Fuck with Mark Maron, sur le podcast, Ari Aster il a dit que son père il lui a suggéré qu'il fait juste se concentrer sur la réalisation. Parce que dans le fond, Boy Afraid a flop, puis il a dit son père, la cour directe, c'est Maybe you shouldn't write the next one. Puis il a dit, Ari Aster lui il a dit sur le podcast, he might have been right. Il a peut-être eu raison. Y a-t-il écrit Eddington? Je pense que oui. D'après moi, oui, là, parce que c'est un réalisateur qui a écrit tous ses films. T'avais-tu vu Héréditaire? Ben oui. Ouais, Héréditaire. Moi, j'ai vu Midsommar aussi. C'est les deux seuls que j'ai vus. Il faut que je me rattrape sur ces films. Mais Midsommar était insane. Là. C'est comme Antoine, tu te rappelles même plus qu'on a fait sur le podcast Héréditaire? Did we? Oui. Fuck. Pour vrai? Oui, t'as raison. Ouais. T'as raison. C'était au début. C'est moi qui te l'avais. C'était quand on faisait les suggestions, right? Ouais. Ouais, c'est ça. T'avais-tu vu Midsommar au moins? Parce que celui-là, on l'a pas fait, là. Non, je l'ai vu, celui-là aussi. OK. Ça, je l'ai vu au cinéma dans la fin de semaine de sortie. La salle était pleine. Il y a eu un gros silence malaisant quand le film a fini. Puis moi, j'ai juste dit assez fort pour que ben du monde m'entende. J'ai dit « What the fuck was that? » Il y a une couple de monde qui ont trouvé ça drôle. J'étais genre « C'était vraiment silence. Là. Les crédits ont arrivé. 15 secondes de silence. Personne ne se levait. Puis j'ai fait « The fuck was that? » Je suis sûr qu'il y a bien du monde qui avait la même affaire dans la tête. T'es comme « The fuck? » Fait qu'on va faire Eddington. Puis, donc, moi, puis Nick, on a un nouveau concept pour choisir le film québécois de la semaine. Donc, moi, puis Nick, on a chacun fait une liste de 10 films qu'on a compilés ensemble. J'ai la liste des 20 films devant moi que je fais juste randomiser depuis tantôt. Fait que la liste va être randomisée. J'ai un disque. Wow. J'ai un dé à 20 faces. Donc, un disque à 20 faces. Ouais. Arrête de rire de moi. J'ai un dé à 20 faces, donc ça va choisir les films qu'on va pouvoir faire. Donc, il va falloir que je brasse 2 fois. Parce que je voulais 2 dés, puis mon frère, il en avait rien qu'un. Fait que c'est ça. J'aurais pu prendre 2 dés de 10, mais là, il ne peut pas avoir de résultat pour le 1. Fait que... Donc, je brasse encore la liste pour qu'elle soit assez randomisée. Puis ensuite, je vais brasser, puis je vais te dire. Puis dans le fond, ça va te donner 2 films, puis à chaque semaine, un de nous deux choisit parmi ces 2 films-là. Fait que des fois, ça peut être 2 films de la même liste. Des fois, ça va être un film de chaque. Quand c'est un film de chaque, je le sais que ça va juste revert sur le choix principal de la personne, mais c'est juste au cas où que ça donne 2 choix de l'autre personne, mais c'est quand même, faut quand même que tu choisisses parmi ces 2-là. Donc, alright, j'ai randomisé la liste 50 fois. Je pense que c'est assez. T'es-tu d'accord avec ça? Oui. On brasse les dés. Alright. Alright. On a 2. Alright. Le 2, c'est Maria Chapdelaine 2021. Les années. Oups, j'ai échappé le dé. Ça, c'est un vrai professionnel. La première fois qu'on fait les dés, puis j'en échappe un.
Pourquoi tu fais le cinéma de Martin Scorsese? Vous le voyez pas, mais Nick faisait le mouvement de It's Cinema de Martin Scorsese. Absolute cinéma. Okay, on a numéro 2. Si c'est encore 2, il va falloir que je rebrasse, mais on a 9. Donc, il faut que je choisisse entre Maria Chapdelaine et Jour de chasse. Damn, c'est 2 films de ma liste. Wow, le truc. Alright. T'es-tu down pour un... Ça me dérange pas de prendre ton avis là-dessus. T'es-tu down pour un film qui se passe dans nos années modernes ou un film qui se passe à l'époque? Dans nos années modernes. Alright, on va faire Jour de chasse. Ça me dérange pas. Je préférerais faire Maria Chapdelaine. Ça a l'air d'un bon film, mais j'aime les films d'époque. J'aime ça quand c'est des films un petit peu historiques. Mais ça va être Jour de chasse, sorti en 2024. Kodak. C'est un film de 1h19, fait que c'est vraiment, vraiment court. Holy shit! Le film a eu sa première lors de la 37e édition du festival Cinema South by Southwest. C'est réalisé par Annick Blanc. Page inexistante sur Wikipédia. Ça commencerait très bien. Ouais. Le film a il y a Marc Beaupré qui joue dans le film. Je sais pas c'est qui. Il y a une page Wikipédia. Non plus. Au début, je pensais que je lisais Marc Dupré. Pour ça, j'étais comme oh shit, Marc Dupré. Mais je le relis. Je suis comme, oh non, c'est Marc Beaupré. C'est tous des acteurs que je connais pas. Ah ben, il y a Alexandre Landry qui a joué dans De Père en flic 2. Il a joué dans La chute de l'Empire américain. C'est lui qui joue le personnage principal dans ce film-là. Ok. Intéressant. C'est ça. Jour de chasse. Donc, Nina, une jeune femme au caractère bien trempé, se retrouve dans un chalet isolé dans le Grand Nord avec un groupe de chasseurs. Elle réussit à s'intégrer dans cet univers masculin et de se sentir membre de la meute. Cependant, l'arrivée d'un étranger mystérieux vient bouleverser l'équilibre du groupe. Tant. Pou. Il l'a sur Crave si jamais tu as besoin d'un mot de passe de Crave. C'est quoi ton mot de passe? Ben, je vais pas te le donner sur le podcast. Ça serait ridicule. Tu me le diras cette semaine si tu l'as pas. J'ai essayé, les gars, j'ai essayé de le donner à tout le monde, mais Anthony. Fuck. Fait que je pouvais pas prévoir parce que c'est ça. J'ai randomisé la liste 50 fois quand même. Ouais. Fait que je suis désolé que ça a tombé sur 2 films à moi. Là. Je suis désolé. I'm sorry. Il a fait par exprès en plus. Ben ouais. C'est pour ça que je t'ai dit, je peux te montrer avec ma caméra qu'est-ce que ça donne, mais tu me dis non, je te fais confiance. C'est correct. C'est correct, semaine prochaine, ça va être à ton tour, puis ça va être encore 2 films de mon bord, ça serait drôle. Mais bon, c'est ça qui est ça. Je vais pouvoir juste l'enlever de mon document de notes que j'avais mis tous les 20 films. Oui, j'avais vraiment été dans de voir Maurice Richard, par contre. Non. De quoi, non? Non. Je te garantis, si ça l'aurait tombé sur Maurice Richard, j'aurais même pas demandé ton avis, j'aurais dit Maurice Richard. Parce que hier, je l'ai vu sur Crave, justement, puis j'étais comme, man, j'ai envie d'écouter Maurice Richard live. Eh non, Roy Dupuis, il donne une crise de performance. Tu vas être surpris quand tu vas voir Maurice Richard, je te le dis. Fait que ça va être ça pour nous cette semaine. Donc, n'oubliez pas de liker, commenter, puis suivez-nous sur Spotify, YouTube, Facebook, Instagram. Vous pouvez nous suivre là-dessus partout. Nick, dis ta phrase classique. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de commenter. Yes! J'étais pas sûr si t'allais savoir c'est laquelle ta phrase classique de activer la cloche. Je voulais juste être sûr. Fait que c'est ça. Vous avez bien du fun avec nous autres. Fait que commentez, puis likez, puis that's it. C'est tout. Si vous avez pas de fun, qu'est-ce que tu fais? Ça fait 1 heure que tu nous écoutes si t'as pas de fun. What the fuck? En fait, si tu nous écoutes, qu'est-ce que tu fais? Wow, Antoine, des questions existentielles déjà. Genre, qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu t'es rendu là, genre? Donc, Eddington puis Jour de chasse sorti en 2024. Donc, 2 films assez récents, parce que Eddington, c'est 2025. Donc, merci, au revoir, bye bye. Adieu.